Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bambins dans un EHPAD, est-ce le monde à l'envers ? C'est plutôt le monde dans le bon sens, celui de Tom et Josette, un réseau de crèches intergénérationnelles. La place en crèche ressemble à un Graal parental. Aussi, c'est un marché porteur et un vrai besoin dont se sont saisis Astrid et Pauline, qui se sont rencontrées sur les bancs d'une grande école et ont été accompagnées par des incubateurs ou programmes bien connus de l'ESS. Des crèches, un business malin, Tom et Josette ne financent ni les lieux ni les travaux, et une entreprise avec du sens, celui de reconnecter les générations. Et surtout d'œuvrer pour le bien grandir et le mieux vieillir, tisser des liens entre toutes les générations, proposer un cadre éducatif épanouissant pour les tout-petits et faire toujours plus des maisons de retraite, des lieux de vie et de joie. Mais aussi des chiffres qui n'ont pas à rougir. 400 000 € de chiffre d'affaires et une levée de 1,3 million d'euros, dont 700 000 € en capital récemment. Je suis Flavie Després et vous écoutez Changer la norme, un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement, consacré à Astrid Parmentier, la cofondatrice de Tom et Josette. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires, à m'envoyer des suggestions d'entrepreneurs inspirants et sincères et à faire circuler cet épisode pour vraiment changer la norme. Bonjour Astrid. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Bon, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler de toi, de Tom et Josette, et d'un sujet que j'ai jamais traité dans Changer la norme, et l'intergénérationnel et les crèches. Donc on est vraiment sur deux primos sujets. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en une phrase ? Je m'appelle Astrid Parmentier, j'ai 26 ans et je suis une des deux fondatrices de Tom et Josette. Alors, Tom et Josette, on va en parler juste après. Je veux bien que tu nous racontes ton parcours, ton jeune parcours, enfin ton petit parcours puisque tu es jeune. Mon parcours, c'est vrai qu'il est pas très long. En fait, on s'est lancé dès la fin de nos études avec mon associé. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, je fais HEC et j'ai choisi la spécialité entrepreneuriat. Et donc pendant ma dernière année d'études, qui était le master entrepreneur, j'ai rencontré Pauline et c'est là, à ce moment-là qu'on s'est lancé sur le projet Tom et Josette. Et Pauline, elle était à HEC aussi ? Pauline, elle était psychologue, donc elle a fait une école de psycho et ensuite elle a fait le master entrepreneur en master spé. Comment ça vous est venu cette idée de crèche intergénérationnelle ? Alors cette idée, elle est venue d'expérience perso. Moi, j'avais à ce moment-là ma grand-mère qui était dans son EHPAD à Castres, donc dans la petite ville de laquelle je viens, et je lui rendais visite avec mes neveux et nièces qui avaient l'âge de la crèche. Et en voyant le lien hyper simple, très spontané, très joyeux qui se crée immédiatement entre les personnes âgées et les enfants, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'en ai parlé avec Pauline et elle réfléchissait aussi à comment on peut réinventer les EHPAD. Elle avait l'expérience de son grand-père en EHPAD aussi. Et en creusant un peu le sujet, on a découvert le problème de manque de place en crèche. Et donc on s'est dit, mais en fait, tout simplement, on va créer des crèches à l'intérieur des EHPAD. Donc Tom et Josette, ce sont des petites crèches, des micro-crèches. Micro-crèches, où on accueille donc des petits enfants dans un petit nombre et qui sont placés dans des lieux où résident des personnes âgées. Exactement. Comment est-ce que vous vous êtes lancé ? Parce que donc c'était ton projet de master, donc c'est un peu comme un cas d'école, un cas d'études. Vous avez monté le business plan, mais ça a commencé à l'école ou t'as commencé après ? En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on retrouve un peu les messages qu'on s'envoyait avec Pauline à l'époque, on était déjà hyper sérieuse. Enfin, on n'a jamais douté qu'on le ferait vraiment. Donc, dès le début, en fait, comme on parlait de lieux physiques, comme directement on a commencé à visiter des maisons de retraite qui potentiellement pouvaient nous accueillir, ça nous a tout de suite mis dans la démarche de on va vraiment monter cette boîte. Et en fait, on a rencontré sur un salon un entrepreneur du secteur du bien vieillir qui nous a donné un contact d'un DG de groupe de maisons de retraite. Et lui nous a dit, OK, j'ai une résidence à Rennes où il y a de l'espace qui est disponible. Vous pouvez faire une crèche dedans. Et du coup, en fait, on était encore en master, mais on commençait à travailler sur les plans, sur notre recrutement, etc. Et donc, la transition s'est faite en fait assez naturellement. On a quand même attendu d'être diplômé pour déposer les statuts de la boîte, mais on avait en soi déjà lancé le premier projet avant de terminer. Pauline connaissait peut-être un peu, mais HEC pouvait t'accompagner sur le point de vue business, mais c'est quand même
encadré juridiquement. Combien de temps ça vous a pris de vous renseigner sur comment est-ce qu'on accueille des petits-enfants, dans quelles conditions sanitaires surtout vu le contexte, et comment ça se mêle à des personnes âgées? Ouais, effectivement, on n'y connaissait rien. Et du coup, on a passé vraiment l'année de master à essayer d'aller visiter des crèches, passer du temps dedans, comprendre un peu c'est quoi le quotidien d'une crèche, à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme, qui est dedans, comment on accueille des parents, comment se font les transitions. Et on a eu la chance de rencontrer très rapidement aussi un entrepreneur du secteur qui avait monté un réseau de crèches qui s'appelait les Bébés Explorateurs. Lui, il nous a vachement accompagnés pour rencontrer les pros sur le terrain, visiter ces crèches. Donc de là, on a commencé à avoir une première petite idée de ce qu'était la crèche. Et puis ensuite, on s'est renseigné, on a appris. Je pense que ça nous a pris jusqu'à l'ouverture de la première crèche de comprendre ce que c'était vraiment une crèche. Sur le plan structurel, parce que vous êtes deux, je veux bien qu'on parle, j'aime bien quand on met les mains dans le cambouis tu fais ton business plan, tu visites des crèches, mais après, il faut trouver des moyens. Donc, tu avais déjà convaincu un EHPAD. Mais est-ce que vous êtes fait accompagner? Comment ça s'est passé? Alors en gros, pour t'expliquer un peu la répartition peut-être des tâches, Pauline, elle s'est occupée de toute la partie plutôt commerciale, donc tant commercial EHPAD, donc aller trouver des partenaires qui voulaient nous implanter dans leur mur et du coup les convaincre de financer les travaux. Et moi, je m'occupais de la partie plus opérationnelle, donc une fois qu'on avait signé un projet, travailler avec les architectes, travailler avec les aménageurs, choisir les couleurs des murs, enfin vraiment créer l'espace et du recrutement. Ouais, on se faisait accompagner sur tout parce qu'en soi, on avait de l'expérience sur rien et on est vraiment parti du principe que on savait rien faire mais qu'on avait de l'énergie à revendre et qu'on pouvait aller chercher les compétences un peu partout autour de gens qui en fait adhéraient au projet qu'on portait. Et sur l'encadrement entrepreneurial, parce que je sais, parce que j'ai bien fait mes devoirs, que vous avez été accompagné, vous avez eu des prix, etc. Est-ce qu'on vous a incubé? Est-ce qu'on vous a accompagné financièrement? Comment ça s'est passé? Ouais, on a essayé de faire un maximum de concours, d'appels à projets. Déjà parce que, en fait, mine de rien, pour ouvrir un lieu, on avait besoin d'argent. Enfin, il fallait qu'on achète du mobilier, quoi. Et aussi parce qu'en fait, derrière les concours, c'est toujours des écosystèmes, des réseaux, des mises en relation hyper pertinentes. Et que, en fait, aussi pour préparer le dossier de chaque concours, on était obligé de structurer notre réflexion, d'avancer justement sur nos business plans, nos premières présentations, etc. Donc, toute la première année, on a essayé de participer à un maximum de concours auxquels on pouvait être éligible. Donc, dans la petite enfance, dans le bien vieillir, dans le lien social. En fait, on était éligible à plein de choses. Et en parallèle, on a été incubé dès notre sortie d'HEC Entrepreneur chez Make Sense. Donc voilà, c'était un super premier accompagnement. Et là, on est dans un accélérateur qui s'appelle 50 Partners Impact. Et si on vient sur la partie business, parce que je pense que ceux qui n'ont pas d'enfants ou de parents en EHPAD, comment ça marche, Tom et Josette? Comment on finance une crèche? Comment on finance une crèche? Vaste question. Le financement des travaux, nous, la particularité, c'est que c'est nos partenaires EHPAD qui financent. Donc, ils vont financer le chantier qui va permettre de créer une crèche. Derrière nous, le business plan, il est assez simple. On commercialise des places en crèche. Donc, on vend à des parents des places en crèche, des parents et leurs entreprises, parce que les entreprises peuvent s'engager pour cofinancer la place en crèche de leurs salariés. Et ensuite, nous, nos coûts, c'est on paye des salaires aux professionnels de l'équipe qu'on recrute. On paie un loyer à la maison de retraite qui nous accueille et ensuite on paye les couches, les petits pots, le lait, etc. Donc les EHPAD ou les lieux de résidence des personnes âgées, pour elles y voient un intérêt parce que ça fait du bien à leurs pensionnaires, résidents, je ne sais pas quel est le mot exact. Vous avez combien de crèches aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 2 crèches qui sont ouvertes et 8 crèches qui ouvrent en 2022. C'est quoi les premiers retours d'expérience? C'est génial. C'est exactement en fait ce dont on est parti, ce lien super spontané, en fait assez indescriptible. En fait on le retrouve quand les ateliers intergénérationnels ont lieu. Il y a des interactions dingues. Il y a beaucoup de non-verbal en fait entre les tout petits et les personnes âgées. Par exemple, on commence l'atelier, les enfants sont pas encore là et on a du mal à parler avec des résidents. Ils sont un peu enfermés, etc. Et là, les enfants débarquent et tout de suite, les personnes âgées s'impliquent à fond dans l'atelier, reconnaissent les enfants, parlent avec eux. Donc tout ça, c'est ce que apportent les enfants aux personnes âgées. Et à l'inverse, les enfants sont trop contents d'être le centre de l'attention, d'avoir plein d'affection, de tendresse, de bienveillance qui vient de la part des personnes âgées. Parce que pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est pas des personnes âgées qui s'occupent des enfants, c'est des ateliers. Tu peux peut-être donner quelques exemples où les personnes âgées viennent et jouent avec les enfants? En fait, oui, c'est ça. Donc nous, on partage un même espace et tous les jours, entre 11h et 11h40, les enfants et les personnes âgées vont se retrouver autour d'ateliers. Et les ateliers, ça va être s'occuper du potager ensemble, lire des contes, on peut avoir des ateliers chansons, des ateliers petites créations manuelles. On fait de la médiation animale aussi.
D'accord. Je suis en train d'imaginer les petits, les plus âgés, les animaux, les professionnels de santé. Ça doit être difficile à organiser quand même sportif. Tout ça. En termes de marché, donc tu dis qu'il n'y a pas assez de place en crèche et si vous êtes fait accompagner, que des gens ont investi chez vous, c'est sans doute qu'il y a une profondeur de marché assez grande. Vous vous situez comment par rapport au marché français? C'est quoi vos ambitions? En gros, ouais, pour te dire, quand on dit qu'il manque de place, c'est que concrètement, il y a 350 000 enfants qui trouvent pas de place en crèche aujourd'hui en France. Du coup, il y a la place de créer 35 000 micro-crèches. Nous, nos ambitions là, c'est d'ouvrir 100 crèches d'ici 5 ans. Très bien. Donc, puisque je viens de parler d'accompagnement et d'investissement, est-ce qu'au début, vous aviez du capital ou est-ce que vous avez trouvé des investisseurs? Comment ça s'est passé financièrement parlant pour viser justement ce nombre de crèches? Ouais, au début, du coup, il y a eu les premières poches de financement qu'on a eues avec les concours. Et on a ouvert nos 2 premières crèches sans lever d'argent, justement par ce double modèle où on finançait pas les travaux. Et en plus, c'est un business assez classique en fait et qui est très finançable par de la dette bancaire. Justement, grâce à un concours, on a connu le CIC. Et on s'est endetté. Et derrière, on a eu cette année 2022 avec 8 projets qui allaient ouvrir. Et donc là, on s'est dit, on peut pas rester que toutes les 2. On a besoin de recruter au siège. Et donc à ce moment-là, on a levé des fonds. On a identifié les postes clés dont on avait besoin pour nous aider à ouvrir ces 8 crèches. Et là, on a levé des fonds auprès de business angels de notre secteur, enfin de 3 secteurs, immobilier, petite enfance et personnes âgées. Comment tu les as choisis, tes investisseurs? C'était des personnes qu'on connaissait depuis le début, en fait, qu'on avait rencontrées, sollicitées dès la Magia Entrepreneur. Typiquement, l'entrepreneur qui nous avait accompagnés pour visiter ses premières crèches, le DG qui avait accepté d'avoir la première crèche dans un de ses EHPAD. Donc en fait, que des personnes avec qui on avait un vrai lien de confiance et qui partageaient les mêmes valeurs que nous, à savoir, en fait, on est là pour créer ce lien et réinventer la façon dont on prend soin des personnes âgées et des enfants ensemble. Le côté lien social, intergénérationnel, c'est un argument pour les investisseurs, mais est-ce que c'est un argument aussi commercial? Parce qu'en fait, il manque de crèches en France, mais il y a quand même des très gros réseaux privés assez connus, bon, parfois controversés, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que vous en avez fait un argument marketing? Comment vous faites pour surveiller que vous êtes vraiment toujours dans vos valeurs, même en grandissant? C'est vraiment le sujet, c'est de se dire, à la fois, on veut faire beaucoup de crèches parce qu'on sait qu'on démultiplie notre impact en ouvrant le plus de crèches possible puisqu'il y a besoin de places en crèche et qu'il y a besoin de transformer les EHPAD partout en France. Et en même temps, le gros challenge, c'est garder le même degré de qualité, d'adhésion des équipes sur place au projet intergénérationnel que là, on a aujourd'hui avec que 2 crèches. Et du coup, c'est notamment pour ça qu'on a fait le choix de recruter tôt des gens au siège pour nous aider à faire ça. Et le challenge, c'est en fait, je pense que tout se joue au recrutement. En fait, c'est ne recruter que des personnes qui soient passionnées par ça. Et comment est-ce que tu mesures l'impact que ça a sur les... Enfin, à part des grands sourires et de la joie de vivre, est-ce qu'on vous a demandé... Parce qu'on parle beaucoup d'impact. Enfin, nous-mêmes, chez Care News, on a le nez dedans à fond. Et comment est-ce que vous avez déjà commencé à vous fixer des indicateurs ou est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Ouais, c'est justement dans les clous là, parce que aujourd'hui, on n'a que des retours d'expérience qui sont très... c'est qualitatif, c'est pas du tout une mesure qui soit scientifique. Et là, on est en train de chercher un étudiant en thèse en neurosciences pour mener une recherche avec nous sur quel est l'impact de l'intergénérationnel dans le développement du jeune enfant, parce qu'on est persuadé que ça peut aider l'enfant à prendre confiance en lui, à développer des sentiments d'empathie, à se tourner vers les autres, et comment aussi le lien intergénérationnel permet le maintien des fonctions cognitives des personnes âgées. Et donc là, c'est le chantier, justement, maintenant qu'on a 2 crèches qui tournent et qu'on va avoir toutes ces crèches qui vont ouvrir, de se dire, maintenant, ça y est, c'est le moment d'étudier scientifiquement ce qui se passe dans la tête de toutes ces personnes qu'on met ensemble et dont on voit à l'œil nu que c'est positif, mais qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Et du côté des parents, est-ce que c'est un argument? Est-ce qu'il y a de la réticence parfois sur ces rencontres? Alors, du côté des parents, il peut y avoir, en fait, justement, la peur au début mais c'est les personnes âgées qui vont s'occuper des enfants. Et ça, en fait, on leur explique qu'avant tout, on est une crèche qui respecte des réglementations de crèche qui sont très normées. Donc, on a des professionnels de la petite enfance qui encadrent les enfants. En termes de sécurité, on est comme toutes les autres crèches. Et derrière, on leur explique quand même que faire le choix de Tom et Josette, c'est faire le choix de l'intergénérationnel. Donc, des parents qui seraient absolument pas sensibles à ça, qui verraient pas les bienfaits que ça peut avoir pour leur enfant, on leur dit c'est pas grave, juste faut aller dans d'autres crèches que nous. Est-ce que ça coûte plus cher de mettre son enfant chez Tom et Josette? Non, on est vraiment dans les prix du marché. C'est combien si tu mets un enfant pendant un mois dans une crèche?
Alors, ça dépend si ton employeur t'accompagne ou pas. Si ton employeur ne t'accompagne pas, selon les aides que tu vas percevoir de la CAF, donc selon ton niveau de revenu, ça va être entre 800 et 1 000 euros par mois. Si ton employeur cofinance la place en crèche pour toi, on est sur des tarifs de crèche municipale, donc plutôt entre 200 et 400 euros par mois. Et puisque vous avez réussi à vous autofinancer au début, etc., j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais si c'est rentable et que ça marche, bon, même si ça a l'air très compliqué à mettre en place, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de crèches en France ? Non, c'est une super bonne question. Parce que en fait, je pense que quand même, c'est énormément d'humains, c'est des lieux physiques. En fait, tout le monde n'a pas envie d'aller passer 6 mois de chantier à respecter la réglementation, à mettre des poignées de porte à 1,30 m parce que sinon, on va pas avoir le droit d'ouvrir. Je pense qu'il y a de ça. Que nous, on a on a eu un peu ce hack de se dire c'est pas nous qui finançons les travaux, c'est nos partenaires EHPAD et on s'implante dans des lieux existants. Mais sinon, c'est hyper compliqué de trouver des locaux de crèche. Donc, tous les gestionnaires de crèche un peu classiques, ils se battent tous pour les mêmes locaux qui font 120 mètres carrés de plein pied en centre-ville dans des locaux commerciaux. Et après, je pense qu'il faut être passionné par le sujet pour monter un business dans la petite enfance parce que ça reste fondamentalement un service et ça reste de la pédagogie avant tout, quoi. Merci Astrid. Bon, alors maintenant, je veux bien... toi, tu étais passionnée par le sujet, mais du coup, tu t'es inscrit dans une vague d'entrepreneuriat, disons depuis 10-15 ans, sur l'impact, l'engagement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire à la base ou toi, tu as fait une école de commerce en te disant, je verrai bien? Non, moi, j'ai fait une école de commerce en me disant, je sais pas ce que je veux faire. C'est sûr. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. J'ai fait un premier stage en start-up parce que je savais pas trop où y postuler. En fait, j'ai bien aimé le côté petite boîte, etc. J'ai fait un deuxième stage en fonds de venture capital, pareil pour rester dans la dynamique rencontrer des entrepreneurs et toujours cette démarche d'innovation qui me plaisait. J'ai fait un troisième stage en start-up parce que finalement j'étais vraiment bien là-dedans, mais à ce moment-là, je connaissais rien de l'impact. Et en fait, j'ai pas absolument cherché un projet impact, c'est plus celui qui me parlait avait de l'impact. Et j'aurais pas monté autre chose, je pense, parce que en fait, ce qui est assez fou avec Tom & Jerry, c'est qu'on a un alignement qui est assez dingue entre un business qui peut marcher, qui peut tourner, qui peut créer des emplois, créer beaucoup de valeur, et en même temps, quelque chose qui fait beaucoup de sens au quotidien et un vrai projet de société derrière. Quel est ton regard sur le secteur des EHPAD et des lieux de résidence des personnes âgées? C'est quand même assez décrié. Bon, il y a eu un spotlight pendant la Covid, mais c'est quoi ton regard sur ces établissements-là? Est-ce que toi, tu essaies de faire les choses différemment, mais est-ce que tu penses qu'on peut vraiment bouger les choses à grande échelle dans ce secteur du bien vieillir? Franchement, j'en suis sûre parce qu'on est obligé. En fait, on a 2,5 millions de personnes qui ont plus de 85 ans et il faut trouver des solutions pour qu'ils n'aillent pas être tous dans des mouroirs où on n'a pas envie de leur rendre visite. Je pense qu'il y a une nécessité de toute façon de trouver des solutions et qu'il y a des choses simples en fait. Si d'abord, au premier lieu, on change notre regard qu'on porte sur ces personnes âgées, qu'on est persuadé qu'elles ont quelque chose à apporter par leurs expériences de vie qui sont incroyables, par tout ce qu'elles ont à transmettre. Derrière, en fait, on les réintègre et du coup, on leur permet de donner tout ce qu'elles ont à donner. Et donc, on décloisonne complètement les EHPAD. Et après, évidemment, c'est des secteurs qui sont en souffrance parce que c'est des grosses structures, qu'il y a des problèmes de recrutement du personnel soignant. Il y a énormément de problématiques, mais je suis sûre que en commençant par changer le regard qu'on porte sur les personnes âgées, derrière, on peut réouvrir les maisons de retraite. Sur le secteur même de l'impact ou de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous, avec ton associé, vous avez choisi des statuts spécifiques? Est-ce que vous comptez vous mettre dans la lignée des ESUS, Bicorp, etc. Ou est-ce que vous êtes sur une entreprise plutôt classique? Pour le moment, on est une entreprise classique. En revanche, c'est la question qu'on pose à tous les entrepreneurs sociaux qu'on rencontre. Quel label on peut choisir? Qu'est-ce qui fait du sens et qu'est-ce qui est marketing? Moi, j'ai l'impression qu'ESUS, c'est top. Entreprise à mission, c'est une première étape. C'est sûr qu'on va le faire. On l'a pas encore fait parce qu'on est encore au début, mais en tout cas, on s'inscrit complètement dans une démarche de l'ESS, ça c'est sûr. Et puisque c'est ta première boîte et que tu es jeune, c'est quoi ton regard sur l'ESS? Mon regard sur l'ESS, c'est déjà... en fait, je trouve ça génial le nombre de boîtes qui se montent là-dedans. Enfin, rien que dans notre master H Entrepreneur, quand on compte le nombre de projets qui ont un impact social ou environnemental, c'est assez fou. Quand je regarde autour de moi aussi, mes amis, tout le monde cherche aujourd'hui un boulot en fait qui a un impact social ou environnemental, quasiment. Donc pour moi, c'est un secteur qui va exploser et tant mieux. Et où il y a de plus en plus de super talents en fait qui ont envie de le rejoindre, qui se professionnalisent beaucoup aussi, je pense. Donc vous avez été accompagné par Make Sense, qui est, je pense, un des plus gros fournisseurs de changer la norme. Est-ce que vous vous dites que vous pourrez grandir tout le temps comme ça? Donc non seulement je t'avais posé la question sur les valeurs du bien vieillir, mais
en restant ESUS, entreprise à mission, face à des mastodontes qui sont vus parfois comme des cash machines dans votre secteur ? Est-ce qu'en gros, on peut grossir sans perdre de vue notre... Non seulement ta valeur de lien social, mais aussi économiquement, parce que si tu te mets sous ESUS, ça a des restrictions. Enfin voilà, est-ce qu'on peut encadrer ses valeurs et ses finances, etc., et grandir autant que des très gros groupes d'EHPAD ou de crèches ? Moi, j'en suis sûre, parce que pour moi, on est plus compétitif que les autres, justement parce qu'on est intergénérationnel. Et que c'est parce qu'en fait, on associe deux populations super fragiles qu'on crée un modèle qui soit fort, que ce soit économiquement, parce que justement, nous, on a 0 risque financier initial puisqu'on finance pas les travaux. En termes de synergie, parce que du coup, on mutualise plein de choses avec les résidences qui nous accueillent. Et en termes d'accès, ce que je te disais sur les locaux, nous, on a accès à des centaines d'opportunités de locaux qui aujourd'hui sont pas du tout sur le marché comparé à d'autres gestionnaires de crèches. Donc pour moi, la leçon derrière un peu, c'est de se dire, mais en fait, en faisant de l'impact, on est plus fort que ceux qui font pas d'impact. C'est juste que les critères de compétitivité, on les met ailleurs, quoi. Nous, on décide de mieux payer toutes les pros. Et au lieu d'inclure dans nos business plans le côté je paye mal les professionnels de crèche, donc j'ai un coût du turnover, et donc c'est OK. Nous, on décide de mieux payer et d'avoir 0 turnover. Et c'est juste, pour moi, il faut réinventer un peu là où on investit, quoi. Et j'ai une dernière question sur le rapport, parce que moi, ça me fascine un peu ces gros business de la santé où en fait, l'humain passe derrière les chiffres, ce qui est quand même l'inverse de la pensée de l'économie sociale et solidaire. Vous n'avez pas été approché ou challengé par ces groupes plus classiques ? Je ne sais pas comment ça se passe quand tu as un outsider qui arrive dans un marché tel que celui-ci. On est regardé, je pense. Oui, c'est différent ce qu'on fait. Et en même temps, on est quand même dans un secteur où tous les gros groupes, ils ont dans leur parc de crèches au moins une crèche intergénérationnelle, mais en fait, qui souvent part plutôt d'une opportunité immobilière. Il va y avoir un local qui se libère à côté d'un EHPAD et donc on crée une crèche. Et en fait, quand c'est pas écrit dans l'ADN du projet pédagogique et du projet d'établissement de la crèche, ça peut pas vivre sur le long terme parce que, en fait, c'est dur de faire de l'intergénérationnel. Il faut une énergie à revendre pour aller convaincre tous les jours l'animateur de l'EHPAD de co-construire ensemble les ateliers. Donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives qui se lancent sur l'intergénérationnel et tant mieux, mais que tant que l'intergénérationnel, ça reste un petit truc marketing en plus, ça marche pas, quoi. Il faut tout penser pour ça, en fait. Merci Astrid. On va passer aux questions de la fin. Tu es prête ? Oui. Il faut répondre rapidement. D'accord. Quelle est la raison d'être de Tom et Josette ? Reconnecter les générations. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Emmanuel Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Je voudrais supprimer la taxe sur les salaires en crèche. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? De foncer. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Oser penser différemment et rêver grand. Merci Astrid. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.